Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre vraiment passionnante réalisée lors du Salon de Bourges. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Monsieur Goletto de chez AMJL SAS, une marque bien connue des amateurs de modèles ferroviaires d'exception. Au programme savoir-faire, conception, vision du modélisme haut de gamme et quelques anecdotes très intéressantes autour de leur modèle. Installez-vous confortablement et je vous laisse découvrir cette interview exclusive. Bonjour Monsieur Goletto, je fais une vidéo sur les coulisses du modélisme ferroviaire. Est-ce que je peux vous poser une question rapide? Oui, avec plaisir, pas de souci. Merci. Alors, beaucoup de passionnés se demandent pourquoi certains modèles sont produits en série limitée. Puis-je vous poser la question? Oui, pas de problème de ce côté-là. En fait, la série limitée vient principalement d'une contrainte économique. J'ai toujours à l'esprit de rester dans des niveaux de tarifs acceptables, sur les modèles et refaire des séries complémentaires et des parties, additionnelles, on part dans des dérives énormes. Je prends un exemple assez simple, les roues. La fabrication, elle doit se faire en une seule fois. Refaire un jeu de roues pour un seul modèle et en fait les roues, elles vont coûter, 10 fois plus cher. Quand je regarde, j'ai fait les simulations avec mes ateliers, refaire simplement 10 modèles en plus, j'ai des surcoûts, rédhibitoires et le modèle va atteindre, 30 à 50 de plus et je pense que là, les amateurs, auront du mal à comprendre ou ne suivront plus du tout, quoi. Merci. L'autre option que j'ai, ça pourrait être aussi faire du stock. Je prends le cas des UIC, j'ai 38 versions sur ces voitures. C'est une production, sur mesure. Donc, pour moi, il est très complexe de déterminer quelle version faire en plus, sur la base de quelle quantité. Je suis pas dans la tête des amateurs pour savoir ce qui va leur plaire. Alors je sais que ça frustre, beaucoup d'amateurs là-dessus, mais quand je leur annonce que j'ai plus de modèle, mais malheureusement, c'est la dure réalité. Très bien. Et justement, sur les voitures UC sont magnifiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été le plus difficile à reproduire? Alors, j'aime pas parler de difficulté. Pour moi, la difficulté, on peut la situer où on souhaite, c'est simplement beaucoup de travail. Personnellement, j'apporte beaucoup d'attention sur le rendu réaliste du modèle, d'une part, et d'autre part, mes modèles sont faits pour rouler. Leur conception est faite, pour aller sur la voie. Alors c'est des modèles en laiton, c'est une réputation de modèles fragiles. C'est vrai qu'il faut les manipuler un petit peu avec attention, mais c'est robuste, c'est tout métal, c'est des mécaniques endurantes sur les locomotives, avec des engrenages métalliques, tous les arbres sont montés sur roulement à billes. Après tout est vraiment sur le rendu, les teintes, les formes, les reliefs. Tout ça détermine vraiment ce qui est, à faire sur le modèle. Très bien. Après difficile, c'est juste beaucoup de travail. Et pourquoi avez-vous choisi de reproduire ces voitures? C'est quand même relativement simple, c'est une des voitures emblématiques de la SNCF. Elles ont roulé, du début des années 60, jusqu'en 2000 si ma mémoire est bonne. Il y a des voitures de jour, des voitures couchettes, on les trouve en première, en deuxième, en mixte et à des restaurants et en plus, bon, ça fait le 1er Capitole, c'est le 1er train qui a circulé en France, à 200. Oui, c'est vrai. Donc vraiment des voitures mythiques. Mythique, oui. Et combien de temps vous faut-il pour développer un modèle comme celui-ci? Difficile de quantifier, précisément, on peut parler de quelques semaines. Alors, quelques semaines, c'est 5 à 10 semaines pour un wagon, à un peu moins d'une année pour une famille de locomotives sur un gros programme. Sur les voitures UC, je vous dis honnêtement, j'ai pas franchement regardé, c'est quand même, on va parler, de quelques mois, plus de 6 mois, c'est, certainement de travail derrière. Et justement, comment vous faites pour gérer le suivi de fabrication? Vous allez en Corée, vous... Alors, un petit peu de la particularité. Déjà, s le développement est entièrement réalisé par Messo en France. En fait, mes ateliers sont juste en charge de la fabrication sur mes plans, mes spécifications. Donc ils n'ont pas toute la recherche, documentaire. Je gagne beaucoup de temps dans la partie, alors si je perds beaucoup de temps dans la partie développement, parce que c'est moi qui le fais, par contre, une fois que je suis en relation avec l'atelier, je vais relativement droit au but. Je sais que mes pièces sont bonnes, s'ils respectent mon cahier des charges. Donc c'est juste contrôler qu'ils suivent mes directives. En fait, c'est un choix stratégique qui élimine beaucoup d'anomalies
et de passe de vérification. Et après, dans le suivi, je suis en contact très régulièrement avec eux. Les moyens modernes aident pas mal là-dessus. Combien d'exemplaires seront produits exactement, vous m'aviez dit, pour ces Alors, voitures? les UC, il y a 219 voitures dans 38 décorations. D'accord, c'est déjà pas mal. Sur mesure. Oui. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. C'est l'épicerie fine. Et quel est le compromis le plus difficile entre réalisme et bon fonctionnement? J'évite les compromis. Le compromis existe déjà par les normes de chemin de fer. Je prends le cas de l'échelle 1 ou même du 0. Il y a des normes de voie à respecter qui sont très différentes des tailles des chemins de fer réels et la reproduction stricte des bois. Une machine ou une voiture, ça roule sur du 100 mètres de rayon. En 0, c'est 2,30 m, ça fait 3 mètres et quelques en 1. Peu d'amateurs ont des réseaux ou des dioramas avec de tels rayons. On fait déjà un premier compromis pour s'adapter au niveau de la voie et des déformations que l'on a sur la voie. Les voies rectilignes, elles n'existent pas forcément sur tous les réseaux. Oui. Donc ça, c'est le premier compromis. Après, bon fonctionnement, comme je vous disais au début, c'est vraiment des mécaniques conçues suivant les règles de l'art, avec des jeux mécaniques qui vont bien dessus. Et le réalisme, c'est des bonnes teintes, la justesse des formes, éviter de faire des tu trompes l'œil sur les modèles, parce qu'en fait, plus les échelles sont importante, plus le détail doit être visible. On est obligé aussi de tricher, j'aime pas trop les termes, mais c'est juste la vérité, pour des détails. Si on fait tout strictement à l'échelle, des formes ne pourront pas être visibles sur un modèle. Donc il faut accentuer quelques détails et c'est tout un jeu de réglage de forme qu'il faut appliquer. Et alors, est-ce que l'impression 3D change-t-elle votre métier, vous? Alors je vais vous dire pas vraiment. J'ai utilisé l'impression 3D dans mon ancienne vie professionnelle, à la fin des années 90. Oui. C'était l'impression 3D version H de pierre, par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour moi, c'est un formidable outil d'aide au développement. Ça me permet d'aller rapidement au résultat final sur la réalisation de chacune des pièces et de faire des itérations rapides. Si j'ai par exemple des modifications, des formes qui sont pas bonnes, je peux corriger très facilement. Je dessine ma pièce, j'envoie ça à mon imprimante 3D. Le lendemain matin, j'ai ma pièce, je valide, je remodifie. Donc je peux aller très longtemps dans cette approche-là tant que ça ne me donne pas de satisfaction. Donc pour moi, c'est vraiment la suite de développement entre la partie que je fais sur la conception et les premiers modèles que je fais. Par contre, une fois que j'ai mon modèle numérique bon, l'étape suivante, c'est l'atelier qui fait, c'est de l'impression cire avec des technologies qui sont très très proches de ce qui est utilisé dans la bijouterie ou chez les prothésistes pour faire la conversion en modèle métal et ensuite comment vous dire, l'étirage des pièces en série pour faire les modèles. Encore une fois, je vous rappelle que tous mes modèles sont en métal. En laiton, oui. Même si vous voyez sur mes protos des éléments faits en impression 3D, c'est juste mes modèles de développement. C'est quelque chose qui est fait sur Valbonne. J'ai 2 machines qui me permettent de travailler, de voir cela. Par contre, sur les modèles de série, aucune pièce n'est faite en impression 3D. Même si les matériaux évoluent, je suis sous ça de très très près, mais je n'ai pas aujourd'hui la garantie que ces matériaux soient stables à 100%. Et je ne peux pas garantir une pérennité dans le temps de ces matériaux-là. Donc pour moi, c'est un merveilleux outil de développement, mais c'est pas quelque chose que j'accepte de vendre à mes clients. Et quel est le principal risque quand on lance un nouveau modèle? Qui n'intéresse pas les amateurs. Enfin, vous utilisez le système de la souscription, justement, pour... Oui, mais par le passé, j'ai déjà annulé des souscriptions parce que les propositions que j'ai faites n'ont pas choisi, n'ont pas été retenues par des amateurs. Donc il reste qu'un risque derrière parce que vous voyez une souscription qu'au moment où elle est visible Oui. derrière.
avant que je lance une souscription, il y a sur certains modèles 6 mois ou 1 an de travail. Donc c'est un investissement de temps que je passe, un peu financier quand j'amène à un prototype. Vous avez l'exemple de la caisse du G8 où c'est sur mon modèle de développement. C'est normalement des pièces que j'ai pas l'habitude de montrer sur les salons, mais j'ai pas encore mon premier modèle. Bah, ce modèle-là, si ça plaît pas, bah, cette pièce-là va finir de côté. Sur le Vapor G8, ça fait 7-8 mois que j'ai commencé à travailler en détail sur les modèles. Quand je dis en détail, c'est les modèles sont conçus. Quel modèle français mériterait d'être reproduit mais qui ne l'a jamais été, d'après vous? Il y a plein de modèles qui n'ont jamais été reproduits. Par exemple, je prends le cas de toutes les machines régionales ou les séries un peu exotiques qui ont pas été sous les feux de rampe. On trouve beaucoup tous les le gros matériel des lignes principales, mais vraiment tout ce qui est matériel secondaire, ça a vraiment du mal à sortir. Alors il y a eu quelques artisans de talent qui ont fait des beaux modèles sur des machines régionales. Dans un schéma peut-être que je travaille aujourd'hui sur une fabrication en série, c'est des modèles qui restent difficiles à sortir parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'engouement d'amateurs pour que les projets se déclenchent. Et pour terminer, quel est le modèle dont vous êtes le plus fier? Oh, ben, sans exception tous. Et je passe beaucoup de temps dessus, entre la recherche historique, le documentaire, la conception, la réalisation. Moi, je suis toujours content d'avoir mené un modèle jusqu'au bout, même si c'est pas forcément toujours un long fleuve tranquille, la création d'un modèle. Et voilà, moi, je suis fier de tout ce que je fais. J'ai attaqué MJL avec un petit locotracteur IREX 7000 il y a 9 ans, bientôt. Aujourd'hui, ce modèle-là est toujours plébiscité par les amateurs, toujours recherché. Ça me fait plaisir et j'en ai une certaine fierté. Je pense que tous les autres modèles que j'ai amenés sont dans le même schéma. Eh bien, écoutez, Monsieur Goletto, je vous remercie pour ce petit interview et je vous souhaite un bon salon. Merci à vous également et bonne suite de visite. Merci. Continuez à faire vos reportages. Merci. Merci. Voilà, j'espère que cette interview avec Monsieur Goletto vous a plu autant qu'à moi. C'est avec cette rencontre que se termine ma série d'interviews réalisées lors du Salon de Bourges. Une expérience vraiment enrichissante avec de très belles découvertes et des échanges passionnants avec les acteurs du modélisme ferroviaire. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous pour faire découvrir ces savoir-faire. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'univers AMJL et des modèles présentés. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'autres rencontres autour de notre passion commune.